Bonjour à tous, je remercie le comité d'organisation de m'avoir proposé de vous parler un petit peu des nouveautés en cancérologie pelvienne. Alors, nouveautés oui et non, parce que vous allez voir que c'est des choses qu'on connaît depuis des années, mais qui reviennent un petit peu sur le devant de la scène. Et puis d'autres pour lesquelles maintenant, dans un petit peu l'esprit de la désescalade thérapeutique, ont été mises en place. Juste un petit rappel, parce qu'en fait, il y a la database Globocan qui a été publiée en 2018 et qui évalue l'incidence et la mortalité de l'ensemble des cancers en 2018 dans 136 pays. Juste pour vous replacer un petit peu les choses en France, le cancer de l'endomètre, c'est la quatrième cause de cancer de la femme, environ 8000 cas pour 2400 décès. Le cancer de l'ovaire, la 8e cause de cancer chez la femme, environ 4900 cas et plus de 3900 décès. Et enfin, le cancer du col, 12e cause de cancer et 12e cause de mortalité par cancer chez la femme. Alors les nouveautés, on va parler un petit peu des indications de la technique du ganglion sentinelle dans le cancer de l'endomètre, dans le cancer du col de l'utérus. Et puis, comment ne pas vous parler un petit peu du cancer de l'ovaire, notamment suite aux différents congrès de l'ASCO en 2017 et 2018, qui ont réellement été des crus exceptionnels pour la chirurgie dans le cancer de l'ovaire. La prise en charge en fait des cancers gynécologiques pelviens est depuis maintenant quelques années débattue dans la littérature internationale. Notamment au sujet de la place de l'évaluation chirurgicale du statut ganglionnaire des cancers pelviens. Ce débat renvoie surtout à la problématique de l'intérêt pronostique et thérapeutique des lymphadenectomies pelviennes et lombo-aortiques systématiques, et notamment de la place de la technique du ganglion sentinelle dans un contexte de cette chirurgie qui peut être source de complications. Le concept du ganglion sentinelle, vous le connaissez tous, ça permet d'isoler le ou les premiers ganglions qui drainent la tumeur solide. Et en fait, le prélèvement ganglionnaire ciblé va permettre une analyse anatomopathologique beaucoup plus sensible et notamment une ultrastadification ganglionnaire avec une étude immunohistochimique qui n'est pas possible sur un curage ganglionnaire complet. Donc tout l'enjeu, en fait, réside dans deux principes. C'est ne pas surtraiter les patientes qui ne présentent pas de métastases ganglionnaires et bien sûr, à contrario, de ne pas sous-estimer le risque réel de métastases ganglionnaires d'une partie de ces patientes. Aujourd'hui, différentes méthodes sont possibles pour rechercher la technique du ganglion sentinelle. La première, la méthode isotopique avec le technétium. La méthode colorimétrique avec le bleu de méthylène. Il existe une troisième méthode qu'on appelle méthode dite combinée, qui cumule donc la méthode isotopique et la méthode colorimétrique, et la fluorescence au verre d'indocyanine. Le verre d'indocyanine, en fait, il est utilisé depuis de nombreuses années dans différentes spécialités médicales. Il est possible de l'utiliser grâce à l'utilisation en fait, d'une caméra multispectrale qui va nous permettre d'identifier de façon beaucoup plus précise et donc qui va nous permettre une meilleure visualisation des lymphatiques, une meilleure dissection, en tout cas une dissection beaucoup plus précise. Il y a deux autres avantages à la technique du verre d'indocyanine. D'une part, c'est un faible coût par rapport au bleu patenté et il y a moins de risques d'allergie qu'en comparaison du bleu. En revanche, les principaux écueils de cette technique, c'est la pollution du champ opératoire par le verre d'indocyanine, qui peut du coup rendre un peu plus fastidieuse notre technique de dissection. Et d'autre part, et surtout, nous n'avons toujours pas de consensus sur la dose et la concentration à administrer. Une méta-analyse récente qui date de 2016 qui devait évaluer la pertinence de la fluorescence au verre d'indocyanine a mis en évidence un taux de détection global supérieur au bleu, avec un odds ratio quand même à 0,27 qui était significatif. Et en comparaison à la méthode isotopique et à la méthode combinée, il n'a pas été rapporté de différence significative, d'une part concernant le taux de détection, mais surtout de par le taux de faux négatifs qui n'était pas différent entre les deux méthodes. Et d'autre part, la durée d'intervention était similaire. Alors, les indications du ganglion sentinelle,
l'ovaire, le col, l'endomètre. Alors l'ovaire, non, pas de ganglion sentinelle, mais on verra un peu plus tard dans le topo, on parlera des ganglions, mais de façon un peu différente. Dans le cancer du col, la technique du ganglion sentinelle concerne exclusivement les stades précoces, puisqu'on sait que dans les stades précoces, il y a moins de 30% de métastases ganglionnaires, d'où la problématique et la question que l'on se pose, est-ce que le curage pelvien ne serait pas potentiellement délétère et inutile ? Et en fait, l'ESMO s'est prononcé en 2017 avec des recommandations, et ces derniers proposent aux patientes qui présentent une néoplasie cervicale utérine de stade FIGO 1 à 1, même avec embole, jusqu'au stade 2A, la réalisation d'une technique du ganglion sentinelle. Concernant le cancer de l'endomètre. Le cancer de l'endomètre, vous savez, on a des risques faibles, risque intermédiaire élevé et risque élevé. Pour vous replacer un peu les choses, dans l'étude Senti-Endo, il y avait 11% de ganglions sentinelles positifs dans les risques faibles, 15% dans les risques intermédiaires et plus de 71% dans les risques élevés. La Société française d'oncologie gynécologique et le CNGOV se sont prononcés en faveur de cette technique pour les risques faibles et les risques intermédiaires. L'ESMO ne s'est pas du tout prononcé sur la technique du ganglion sentinelle et les Américains sont encore allés plus loin en proposant cette technique comme une possibilité, bien sûr, pour les risques intermédiaires élevés. Juste pour vous reparler d'un essai clinique qui est en cours, c'est le Senticol 3. C'est une étude de phase 3, randomisée, multicentrique, dont l'objectif est d'évaluer la validation de la technique de la cartographie de ce ganglion sentinelle et qui compare les résultats entre les patientes qui n'ont eu qu'une biopsie du ganglion sentinelle versus les patientes qui ont eu la biopsie et la lymphédénectomie pour les cancers du col, surtout de stade et toujours de stade précoce. Alors, on va parler un petit peu maintenant du cancer de l'ovaire, des choses connues, des choses un petit peu moins connues. Et on va commencer par le fait que, par les curages, la place des curages maintenant dans les cancers de l'ovaire. Un petit rappel quand même, c'est que le taux d'atteinte ganglionnaire dans les stades avancés varie de 50 à 80%. On a 69% de N+, dans les stades 3 et 4, contre 22% dans les stades 1 et 2. Vous voyez ici, dans la diapositive à côté, dans le schéma, l'importance des N+, selon la localisation anatomique. Alors, le curage ganglionnaire, pelvien ou lombo-aortique, véritable standard dans la prise en charge des cancers de l'ovaire. En fait, ce gold standard a été, ce dogme en tout cas, il s'appuie sur 3 méta-analyses en faveur des curages. Méta-analyses qui vont de 2010 à 2016. Mais en fait, si on lit attentivement l'ensemble de ces méta-analyses, elles ne sont basées que sur des études rétrospectives. Nous n'avons qu'une seule étude randomisée sur l'intérêt et l'impact de la réalisation du curage dans les cancers de l'ovaire de stade avancé. C'est l'étude exploratoire de Dubois qui avait été publiée en 2009 et qui, elle, rapporte un intérêt majeur et un gain en termes de survie globale, que ce soit lorsqu'on est en cytoréduction tumorale complète, voire même en cytoréduction qui est incomplète, avec un bénéfice certain sur la survie globale et majeur quand les adénopathies sont palpables. Les congrès de l'ASCO 2017 et 2018, je vous l'avais dit, un cru exceptionnel pour la prise en charge chirurgicale des cancers de l'ovaire, avec notamment la présentation de l'essai Lyon, qui a conduit à une réduction drastique de l'indication des curages pelviens et lombo-aortiques dans les cancers de l'ovaire. 650 patientes qui ne présentaient pas d'adénopathie ni clinique ni radiologique, dans lesquels ont été inclus seulement les cancers de l'ovaire de stade avancé, c'est-à-dire les stades 3 et 4 selon la classification FIGO. Et cette étude n'a pas rapporté de différence significative en termes de survie sans récidive, mais également en termes de survie globale. Ce qui est encore plus frappant, c'est que les patientes présentaient la même qualité de vie ultérieure et la morbimortalité était même supérieure dans le groupe qui avait bénéficié de curage.
L'ensemble de ces études et de ces essais qui ont récemment été réalisés ont conduit à la réalisation et à l'édition de recommandations en 2018 par l'INCa, sous l'égide du Collège national, de la Société française d'oncologie, de Francogine, qui est un groupe de recherche français en chirurgie oncologique et gynécologique, et deux séparations dans la place des curages dans le cancer de l'ovaire. La première, et qui reste certaine, c'est que la réalisation des lymphadenectomies lombo-aortiques et pelviennes, elle est recommandée pour les cancers de l'ovaire de stade avancé, quel que soit le type histologique, on y reviendra plus tard, en cas de suspicion clinique ou radiologique d'adénopathie métastatique, grade B. Et la principale nouveauté, c'est que finalement, en l'absence d'adénopathie suspecte, en cas de chirurgie péritonéale complète, je vous rappelle quand même que l'obtention d'un résidu tumoral nul, c'est un facteur pronostic essentiel sur la survie de nos patientes présentant des cancers de l'ovaire inopérables. Et bien, en l'absence d'adénopathie, maintenant, on nous dit que si nous sommes R0, si nous arrivons à être R0, nous pouvons surseoir à la réalisation des lymphadenectomies, parce que d'une part, ça ne modifie pas du tout le traitement médical adjuvant, ça ne modifie pas la survie globale, et cela augmenterait la morbidité du geste opératoire. Toujours le congrès de l'ASCO en 2017 et 2018 qui ont surtout remis sur le devant de la scène, finalement, la CHIP, qui anime les débats depuis plus de 20 ans, sans s'imposer finalement comme un standard, avec pas moins de 4 essais. Il y a 2 essais dans les cancers digestifs en carcinose péritonéale qui sont Prodige et Profilochip, qui, on pensait, semblaient finalement clore le sujet de la CHIP, mais finalement, ce débat, il a juste été déplacé maintenant vers les cancers de l'ovaire en carcinose péritonéale et qu'on ne peut pas opérer. Juste pour vous montrer, dans le cancer colorectal, une étude randomisée de phase 3, dans lequel la CHIP n'a plus sa place dans la prise en charge de la carcinose, et vraiment, absence de bénéfice pour le cancer colorectal, mais plus de toxicité. Donc finalement, maintenant, on est passé à l'ovaire et l'indication de la CHIP. 2 essais. Les 2 principaux essais dans la littérature, l'essai Ovipec, qui a été publié quand même dans le New England en 2018 par Van Driel, qui a conclu un bénéfice de la CHIP après cytoréduction complète, avec un gain de survie sans récidive de 3,5 mois et un gain de survie globale de plus de 11 mois dans le bras ayant bénéficié de la CHIP. Ces résultats n'ont pas été rapportés par l'essai coréen de Lim. C'est un essai qui n'est pas encore publié, mais qui a été publié comme poster à l'ASCO, et qui, lui, pour le coup, ne retrouve pas de bénéfice de la CHIP, avec une médiane de survie globale de 20 mois, de survie sans récidive, de 20 mois dans les 2 groupes, et une survie globale qui n'était pas non plus différente de façon significative. Comment ne pas vous parler de la CHIP sans vous parler de l'essai GOG 252, qui était l'essai randomisé avec le plus grand effectif et le plus valide parce qu'il utilisait l'Avastin. Et ce dernier essai n'a pas montré de bénéfice de la CHIP. Alors, on va quand même être très nuancé dans la lecture globale de ces 3 essais. La première, c'est que si on les reprend très précisément tous les 3, ça va même être très difficile de les comparer. On ne va pas pouvoir établir de protocole parce que dans ces 3 essais, il n'y a aucune uniformisation de la technique. Les doses d'administration de la chimiothérapie étaient différentes, les températures l'étaient également, et les durées d'administration également. En revanche, ce que l'on peut, si on veut adopter une lecture un peu plus globale de ces essais, on va quand même se poser la question de la potentielle valeur ajoutée de la chimiothérapie hyperthermique intrapéritonéale en considérant les différentes options thérapeutiques dont l'offre s'est quand même considérablement enrichie ces dernières années. Et comment ne pas vous parler de l'avènement d'autres thérapeutiques, l'Avastin, qui montre, comme la chimiothérapie intrapéritonéale d'ailleurs avec hyperthermie, un bénéfice en termes de survie sans récidive de 4 mois, mais finalement avec beaucoup moins d'effets indésirables. Et surtout les inhibiteurs de PARP, qui montrent une diminution du risque de récidive chez les patientes mutées, mais aussi et maintenant chez les patientes non mutées sous olaparib. Maintenant, l'immunothérapie, on sait que ça a fait un petit peu ses preuves dans le cancer du poumon. On est encore en train de faire des études pour le cancer de l'ovaire.
Et une chose aussi très intéressante, c'est que tous les cancers qui ont été traités par chimiothérapie hyperthermique intrapéritonéale, toutes les études qui ont été réalisées n'ont inclus que des types histologiques qui étaient des adénocarcinomes séreux de haut grade. Il n'y avait quasiment pas d'autres types histologiques. Donc la CHIP, elle peut assurément apporter un bénéfice chez certaines patientes, mais j'avoue qu'aujourd'hui, on ne sait pas encore lesquelles. L'avenir de la CHIP, elle repose assurément sur un basket trials avec la recherche d'une sous-population cible dont la carcinose serait ultra sensible à la chimiothérapie hyperthermique. L'ESMO avec l'ESGO ont publié des recommandations en disant que la CHIP n'était pas un traitement de première ligne, et là nous sommes tous d'accord. Et par contre, même si on a des essais de grande qualité, mais qui, somme toute, sont aussi très critiquables, même celui du New England, doivent quand même générer une certaine prudence dans le changement de nos pratiques courantes. Maintenant, je vais vous parler de la PIPAC. Alors, ça ne parle peut-être pas à tout le monde. Si on revient juste... Alors, la PIPAC, on y reviendra après, mais c'est l'administration de chimiothérapie par aérosol sous pression. Si on reprend le rationnel un petit peu dans le cas du cancer de l'ovaire de stade avancé, le cancer de l'ovaire de stade avancé, d'une part, c'est un défi diagnostique, puisqu'il s'agit d'une maladie métastatique systémique avec une extension régionale, et d'autre part, un défi thérapeutique. Aujourd'hui, on parle de la chimiothérapie intraveineuse, qui bien sûr va contrôler la maladie systémique, qui permet une administration répétée, mais d'autre part, qui n'engendre pas de pénétration de nos produits dans les nodules tumoro-péritonéaux et avec une toxicité systémique qui semble à chaque fois inévitable. On vient de parler de la chimiothérapie intrapéritonéale qui a comme avantage potentiel l'administration de doses beaucoup plus élevées dans le péritoine, des faibles taux d'absorption systémique et surtout la création d'une fibrose qui constitue une réelle barrière entre la circulation sanguine et le péritoine. Alors, la PIPAC, c'est l'indication principale et qui est en ce moment qui est à l'étude. Ce serait pour des patientes en récidive d'une carcinose péritonéale d'origine gynécologique avec une résistance au traitement de la chimiothérapie conventionnelle. Cela paraît être un geste moins lourd, avec moins de complications et donc accessible à nos patientes qui sont de plus en plus fragiles à ce moment-là. La PIPAC semble réalisable en cas de contre-indication de la CHIP, lorsqu'il existe de multiples comorbidités, lorsque la cytoréduction complète n'est pas atteignable ou en cas de métastase systémique. Ça permet une répartition beaucoup plus homogène et une pénétration plus importante de produits de chimiothérapie à des doses moindres. Et surtout, le traitement, la répétition de ce traitement est possible. On peut le faire toutes les 6 semaines et la durée de séjour durant la réalisation d'une PIPAC ne doit pas excéder 3 jours. Les principaux effets secondaires rapportés sont des douleurs abdominales dans un cas sur 2, une hyperthermie dans les 48 heures suivant la réalisation de la PIPAC et des nausées. Juste pour vous montrer un petit peu comment on fait. Donc, de toute façon, toute exploration, tous les débuts, on doit faire une laparoscopie première pour permettre le staging de la maladie, l'extension avec le calcul du score de Sugar-Baker, de l'index de carcinose péritonéale, avec la réalisation de biopsie péritonéale première. Après, nous insérons nos trocars. Donc la buse est insérée dans le trocar de 12 mm, sans contact avec les anses intestinales. Nous ne devons faire aucun geste thérapeutique organique, c'est-à-dire qu'on rentre, on fait des biopsies et on s'arrête là. On met notre trocar avec notre buse et après, la chimiothérapie, elle est injectée dans l'abdomen sous forme d'aérosol pressurisé qui agit pendant 30 minutes. Et les produits injectés sont pressurisés, ce sont de la cisplatine et de la doxorubicine. Un essai de phase 2, une étude ouverte qui a été réalisée il y a 2 ans sur 64 patientes qui présentaient une récidive post-opératoire résistant à au moins 2 lignes de chimiothérapie standard étaient éligibles. 53 patientes ont été inclus et 62% d'entre elles ont
présenter une réponse tumorale et 64% des patientes ont pu bénéficier de 3 procédures avec une régression de l'index de PCI d'environ 20% chez plus de 76% des patientes. Il y a une étude allemande qui a montré aussi, dans l'évaluation de la PIPAC, une réponse clinique ou histologique dans 60% des cas. Et une étude actuellement de phase 1 en cours, PIPACOVA, dont le but est d'évaluer la tolérance de l'adjonction de PIPAC à base de cisplatine et d'oxorubicine à une chimiothérapie systémique chez des patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire compliqué d'une carcinose péritonéale chez lesquelles nous ne pouvons pas atteindre une cytoréduction complète. Je vous remercie. Moi, j'ai une question par rapport... on nous a longtemps parlé du ganglion sanctuaire qui se permettait la sanctuarisation des cellules qui ne pourraient pas être atteintes par la chimiothérapie. Donc les derniers essais, là, ont l'air de dire que finalement, c'est pas vrai. Non. Lise, est-ce qu'il y a quelque chose sur ganglion et chirurgie d'intervalle? Oui. Et à ganglion chirurgie d'intervalle, si en chirurgie d'intervalle, il n'y a toujours pas d'adénopathie clinique et radiologique et qu'on peut être R0, on peut surseoir au curage. Après, c'est contradictoire. Hein, on peut faire et ne pas faire. Merci. Moi, j'ai une réponse pour Olivier. Je pense que c'est toujours d'actualité, ces ganglions sanctuaires, en fait. Et que la chimiothérapie ne va pas forcément stériliser un ganglion métastatique. Après, dans cette étude, les ganglions ont été examinés, il y a un scanner qui dit qu'il n'y a rien, et cliniquement, tous les ganglions étaient palpés. Bon, ça n'empêche pas qu'il y ait des micro-métastases. Ce qu'il y a, en fait, est que le pronostic de ces patientes est plutôt péritonéal. Ça veut dire, avant de voir les ganglions pousser, elle va avoir la récidive péritonéale. Finalement, c'est le péritoine qui prend le dessus. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de récidive ganglionnaire. Mais ce n'est pas là que ça se joue. Alors, qu'est-ce que tu vois comme avenir pour la PIPAC? Quelles sont les indications? Donc, ça serait les patientes en première récidive ou bien... Là, dans les études, c'est plutôt en deuxième récidive. Après, c'est pour l'instant dans un contexte un peu de traitement palliatif pour éviter effectivement les complications de la carcinose et principalement l'occlusion. Nous, on en a réalisé déjà. Et c'est vrai qu'on a une bonne réponse, en tout cas clinique et histologique, avec finalement un maintien de la survie, voire presque quelquefois de 5 mois et demi. D'autres questions? Bien, merci Lise.